le Coach CoPro, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, donc il s'agit d'une plateforme web gratuite, neutre et indépendante qui a pour but également de vous informer, de vous accompagner en tant que copropriétaire dans votre projet de rénovation énergétique, afin également de vous orienter vers des professionnels qui sont à même de répondre à vos besoins. Nous avons un annuaire de professionnels. Je pourrais vous envoyer également le lien par la suite, après cette conférence, ainsi que la présentation. Justement, aujourd'hui, nous recevons l'un de ces professionnels qui est affilié à l'annuaire Coach CoPro, Eric Laine. Donc, merci Eric d'avoir répondu positivement à mon invitation. Aujourd'hui, on part sur un retour d'expérience d'une copropriété qui a mis en place l'un de vos systèmes pour l'optimisation des systèmes de chauffage. Donc, j'en dirai pas plus, je vous laisserai présenter à la fois le projet et puis finalement la solution que vous proposez pour rappel qui peut être adapté, que ce soit en amont d'un projet de rénovation énergétique, à la suite au projet et puis également lors d'un changement de chaudière ou autre. Donc, sur ce, j'en dis pas plus, je vous laisse vous présenter. Juste un petit point, on va dire plus logistique. Donc, l'ensemble de la présentation vous sera envoyé après cette conférence, donc dans la matinée. Vous allez recevoir la présentation par mail. Il n'y a pas de replay prévu pour l'instant du webinaire aujourd'hui. On vous enverra également quelques informations, donc le lien vers le Coach CoPro. Vous pouvez poser vos questions. Donc là, vous avez deux systèmes, un système de conversation si vous avez des remarques ou autres à nous dire. Et sinon, vous avez des questions-réponses. Donc, Eric prendra le temps d'y répondre après, à la fin de son intervention. On est ensemble pour une petite heure. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Au fur et à mesure, on essaiera d'y répondre ou sinon, on y répondra à la fin. Merci à tous. Merci d'être là et bienvenue à ceux qui arrivent. Eric, c'est à vous. Merci beaucoup, Jessica. Donc, pour prendre la main, ça serait ça. Voilà, vous voyez mon Oui, écran? c'est parfait. Super, écoutez, Jessica, merci encore de bien vouloir m'inviter. Donc, je suis Eric Laine, mes coordonnées sont sur cette première page du document. En fait, j'ai une double casquette. Je dirige un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement aux certifications ISO. Donc, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ISO 9001. Mais moi, mon dada, c'est ISO 50001, qui est une démarche d'amélioration continue pour améliorer la performance énergétique. Donc, on a mis en place cette démarche sur très nombreuses catégories de clients, des très grandes sociétés comme Société Générale, mais aussi des toutes petites structures. Et dans ce cadre de l'amélioration continue, je suis constamment en recherche de dispositifs qui vont permettre d'améliorer l'efficacité énergétique pour nos clients. Et voici quelques années, j'ai trouvé un système prédictif d'origine suisse qui m'a semblé tellement pertinent que j'ai créé une société dédiée à sa commercialisation, une société qui s'appelle Efficap Energy. Donc Efficap Energy, on est spécialisé en efficacité énergétique. Nous nous focalisons sur les actions qui ont des temps de retour sur investissement rapides, en général moins de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Nous ne travaillons pas du tout sur l'isolation thermique des bâtiments, on ne travaille pas du tout sur le bâti, quoique ça soit très pertinent, mais ce n'est pas notre domaine d'activité. Et pour obtenir... Eric, excusez-moi de vous couper, je crois qu'on a quand même pas mal de retours concernant le micro. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un tout petit peu plus fort ou rapprocher peut-être un peu le micro? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ou si j'enlève mon micro, mon casque, est-ce que vous m'entendez mieux là maintenant? Non, on vous entend très loin cette fois. D'accord. Alors, je le remets. Et puis, excusez-moi. Il faudra simplement rapprocher le casque. Voilà. Excusez, est-ce que ça va être meilleur là? Oui, là, c'est un peu mieux, oui. Excusez-moi, je vais avoir la main devant la bouche, mais le son sera peut-être meilleur. Donc, je disais que nous, Efficap Energy, nous sommes spécialisés en efficacité énergétique et nous nous attachons à trouver des solutions qui ont un temps de retour sur investissement rapide pour nos clients. En général, moins de 1 an, 2 ans ou 3 ans. On ne travaille pas du tout sur le bâti. Ces actions sont bien sûr très pertinentes. Tout ce qui est sur le bâti, l'isolation thermique par l'extérieur, c'est très pertinent, mais ce n'est pas notre domaine d'activité.
Et pour atteindre ces temps de retour sur investissement rapide dont je parlais, nous travaillons beaucoup sur la régulation du chauffage ou sur la climatisation dans le cadre des bureaux tertiaires. Alors pourquoi le chauffage? Pour deux raisons. D'abord parce que ça nous permet d'avoir ces temps de retour sur investissement rapide et des effets importants, comme je le disais. Et d'autre part parce que ça représente aussi généralement le premier ou le deuxième poste de dépense dans les copropriétés. C'est le deuxième poste quand il y a un gardien. Quand il n'y a pas de gardien, c'est le premier poste de dépense. Alors, mon premier client en 2016 a été le Méridien de Paris, que vous voyez sur la photo, qui a été nominé au trophée Coach CoPro en 2019. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce retour d'expérience que vous pourrez reproduire à votre tour dans vos domaines respectifs. J'y reviendrai tout à fait à la fin, mais sachez que le président du conseil syndical de cette copropriété est une personne passionnée et qui a plaisir à partager, à faire visiter sa copropriété pour ceux ou celles qui le souhaiteraient. Voilà. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, vous avez vu que cette copropriété est un gros bâtiment qui a une forme en Y, 515 logements dans le 14e, près d'Enfer Rochereau, qui est chauffé par CPCU. C'est une copropriété qui a un budget de 1,7 million d'euros à peu près. Et le coût de l'énergie a représenté en 2016 476 000 euros. Le confort n'est pas connu, enfin en tout cas pas de manière objective. En fait, comme sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment, le confort était connu du président du conseil syndical et du gardien par des remarques j'ai chaud, j'ai froid. Mais vous savez comme moi que la notion de confort, elle dépend de chacun. Est-ce qu'on est actif, pas actif? Est-ce qu'on est malade, bien portant? Est-ce que on est jeune, on est senior? Vous savez qu'il y a des remarques encore plus subjectives. Des personnes mettent la main sur le radiateur est froid, et disent donc j'ai froid, le chauffage est coupé, alors qu'il peut faire bon dans la pièce. Voilà, les copropriétaires, me disait le président du conseil syndical, ne souhaitaient pas investir des sommes importantes dans une rénovation lourde, en tout cas à cette époque. Et dernière remarque sur le contexte, aujourd'hui, depuis quelques années, eh bien, l'étiquette énergétique a un impact à la fois sur la location du logement et à la fois sur sa valeur marchande. Un logement qui a une étiquette énergétique performante va pouvoir se vendre plus cher qu'un logement qui a une mauvaise étiquette énergétique. Et donc, quand on s'est connus, le président du conseil syndical et moi, la première question que m'a demandé le président, c'est comment connaître de façon à peu près objective le confort thermique des logements. Est-ce que les remarques que lui faisaient ces copropriétaires, j'ai chaud, j'ai froid, est-ce qu'elles étaient justifiées ou pas? Ensuite, le président du conseil syndical passait beaucoup de temps dans sa chaufferie pour essayer d'en améliorer le paramétrage, à tel point que son épouse lui demandait s'il n'avait pas une maîtresse, puisqu'il était le soir, il était souvent dans sa chaufferie. Et quand je lui ai présenté ce que nous faisions, il a été tout à fait intéressé pour mettre en place les actions que j'ai proposées. Donc la question qui était posée par le Méridien, c'est comment connaître le confort et comment mettre en place une démarche d'amélioration qui permettait de générer des économies d'énergie tout en maintenant ou en améliorant le confort, et ce, en ayant une vision pluriannuelle du projet. Pour rentrer un peu plus dans le détail de la copropriété, vous avez ici une vision du bâtiment vue de haut. Donc je rappelle le Y, la forme du Y. 515 lots d'habitation, donc c'est une grosse copropriété qui a sa sous-station avec 2 réseaux de chauffage.
Les traits jaunes représentent le réseau de chauffage dénommé Sud. En fait, vous voyez là, il est à peu près Sud. Et puis le réseau Nord est en bleu et alimente la façade Nord et la façade Ouest. Et puis, on voit aussi un petit bout en vert. Le président, à l'époque, pensait qu'il s'agissait d'un troisième réseau. Et on a découvert par la suite qu'en fait, il y avait des gens alimentés par ce réseau qui n'avaient pas de chauffage du tout. Et de façon stoïque, depuis des années, ils ne se plaignaient pas. Ils avaient 16 degrés dans leur logement. Mais bon, on va y revenir. Et malheureusement, comme souvent dans beaucoup de copropriétés, des disparités importantes de confort. On a déjà vu l'orientation des façades. Les gens au sud ont souvent trop chaud, les gens au nord ont souvent trop froid, notamment en plein hiver. On voit ici que par vent d'est, sur les façades sur les appartements qui étaient mal isolés, il y avait des infiltrations d'air. Donc les gens au nord, par vent de nord, ont doublement froid, à la fois parce qu'ils sont au nord et à la fois parce qu'ils subissent le vent. Comme fréquemment, les étages bas, ou sous les toits, ou sous les pignons, ont trop froid, et les étages intermédiaires ont plutôt trop chaud. Des convecteurs et des radiateurs de tout type, un vrai catalogue de ce qui peut exister depuis 40 ans. Des gens qui ont souhaité cacher leurs radiateurs pour des raisons esthétiques, des convecteurs à ailettes qui sont des vrais grippins, des radiateurs qui ont été rénovés par des appareils plus performants à inertie. Donc une grande disparité. Des appartements à l'isolation thermique variable, des gens qui sont restés avec des simples vitrages de l'époque et les fuites d'air dont je vous parlais, et puis d'autres au contraire qui ont fait mettre en place des vitrages, des doubles vitrages performants. Enfin, l'équilibrage des circuits de chauffage était imparfait et une régulation du chauffage très classique avec des Siemens RVL qui là aussi est perfectible. Alors, face à toute cette situation, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ma devise et celle du président du conseil syndical, c'est tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc, il faut d'abord commencer par avoir un état des lieux de la situation, état des lieux à peu près objectif. À partir de cet état des lieux, on cherche à comprendre et on peut mieux comprendre ce qui se passe et donc on peut proposer des actions d'amélioration. Et comme je vous disais, notre domaine d'action, c'est de proposer des actions qui ont un temps de retour sur investissement rapide. L'objectif, c'est de dégager tout de suite des économies qui permettent de dégager du budget pour d'autres actions l'année ou les années suivantes. C'est ce qu'on va décrire dans les charts suivants. Alors, sur le méridien, toutes ces actions d'amélioration se sont inscrites dans un projet qui a pour nom de code PAPEM, projet d'amélioration de la performance énergétique du méridien de Paris. Oui, j'ai oublié de préciser que cet immeuble porte le nom de Méridien de Paris parce qu'il est à quelques centaines de mètres de l'Observatoire de Paris, qui était le lieu du méridien de Paris. Bon, aujourd'hui, on ne parle plus que du méridien de Greenwich, mais à l'époque, au XVIIIe siècle, on parlait du méridien de Paris. Donc la première action, la première phase, a consisté à travailler sur le chauffage collectif et l'ECS. Et encore une fois, sans modifier le budget de la copropriété. J'ai rencontré le président du conseil syndical en 2016 et en 2017, on a commencé par mettre en place les premières mesures. Les premières mesures, c'était d'abord la mesure du confort.
Alors, la mesure du confort, vous avez sans doute eu des sondes de température posées par le chauffagiste qui avaient une autonomie d'une quinzaine de jours. Et ensuite, le chauffagiste les téléchargeait, enfin les connectait à son PC et en relevait les mesures. Là, vous voyez ce petit boîtier blanc qui est de la taille d'un paquet de cigarettes. Il n'a pas de câble, il a une batterie qui lui permet de relever les températures en permanence pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans. En toute honnêteté, on n'a pas encore la durée de vie, on n'a pas encore observé depuis aussi longtemps, mais ça fait 3 ans que ces dispositifs sont placés au méridien et ils relèvent fidèlement les températures à un intervalle de toutes les 15 minutes à peu près. En fait, ils font partie de cette nouvelle génération d'objets qu'on appelle objets connectés. Euh, il télérelève la température toutes les 15 minutes, toutes les heures, comme on veut. Et ensuite, ils émettent un télégramme radio vers on appelle ça des réseaux bas débit, c'est-à-dire des réseaux qui sont capables de capter ces télégrammes, ces messages extrêmement courts. On saurait très bien faire de la télérelève avec GSM, mais dans ces cas-là, l'autonomie serait de 15 jours. Donc, ces dispositifs émettent des télégrammes radio très peu émissifs, donc très courts et très peu émissifs. C'est 100 fois moins émissif en termes d'émissions radio que les GSM ou votre Wi-Fi. Et comme c'est très peu émissif, la batterie, ça consomme très peu d'énergie et la batterie peut durer longtemps. Donc ces dispositifs, on les met dans des appartements représentatifs du confort de l'immeuble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les immeubles qui ont trop froid, donc premier étage ou rez-de-chaussée, pignon, sous les toits, on les met dans des appartements qui ont trop chaud, comme je l'ai dit tout à l'heure, étage intermédiaire. Et puis, on a gardé quelques sondes volantes pour mettre chez les personnes qui le nécessiteraient, qui se plaindraient au gardien ou qui montreraient un besoin. Ça, c'était la première phase, la mesure du confort. Rénovation de la régulation. Je reviens à ce que je disais, il faut mesurer pour comprendre et analyser avant de prendre des décisions. Et on a souhaité connecter à Internet des automates de régulation. Pourquoi? Pour pouvoir enregistrer en permanence les principaux paramètres de fonctionnement du chauffage. On a pour cela rénové les automates. Et puis, on a mis en place le système prédictif dont je vous parlais tout à l'heure. À la lumière de ces dispositifs, on a découvert des dysfonctionnements qu'on ne soupçonnait pas au démarrage du projet. Et notamment, on s'est aperçu que l'ECS, le chauffage de l'ECS, prélevait des calories sur les réseaux de chauffage et en même temps, il introduisait de l'eau froide dans son dispositif de régulation. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait un gaspillage d'énergie qui était assez important. Et on a décidé le président du conseil syndical a décidé de mettre en place un échangeur dédié à la production du chauffage de l'ECS, ce qui permettait de couper les échangeurs en été et d'avoir un tout petit échangeur dédié à la production de l'ECS. Ça a été fait en 2018-2019 et fin 2019, début 2020, on a encore amélioré la régulation sans dépenses supplémentaires, mais on a peaufiné le paramétrage des équipements qui étaient déjà installés. Et puis par ailleurs, et là on aborde un domaine qui ne me concerne pas, le président du conseil syndical a commencé à préparer la deuxième phase, qui est l'amélioration du bâti. Ayant dégagé des économies importantes grâce à la phase 1, eh bien, il est maintenant en mesure de pouvoir lancer la phase 2, qui est l'amélioration du bâti. Mais là, comme je vous le disais, on quitte un domaine sur lequel je suis peu familier. En fait, j'ai commencé à déflorer le sujet
On voit ici les 3 premières phases. On mesure le confort, on mesure ce qui se passe, on essaye de mesurer ce qui se passe sur le site. Le fait de mesurer et d'analyser, ça nous permet d'identifier des actions d'amélioration qui ont été mises. Et je vais redécrire. Les petites sondes dont je vous parlais, elles mesurent à la fois la température et l'hygrométrie. Donc ces informations sont envoyées via un réseau spécifique. Peut-être avez-vous entendu parler de Sigfox ou de LoRa. Et l'opérateur Sigfox ou LoRa met les données de consommation à notre disposition sur Internet. Quand je dis à notre disposition, on les met également à disposition des personnes qui souhaitent, enfin des principales personnes qui souhaitent en avoir la disposition, à savoir le chauffagiste, le conseil syndical, le gardien, parce que ça lui permet de répondre à d'éventuelles questions, enfin c'est pas d'éventuelles, à des questions, et au bureau d'études qui travaille éventuellement sur la copropriété. De même, pour la supervision des paramètres de régulation du chauffage, on les enregistre en permanence et ça nous a permis de voir énormément de choses. Je rappelle que dans la plupart des situations actuelles, le chauffagiste, il a son régulateur de chauffage qui est paramétré avec sa loi d'eau. Il ajuste ses paramètres en début de saison de chauffe. Éventuellement, en cours de saison de chauffe, il y a des plaintes. Et puis, en fin de saison de chauffe, il l'arrête. Donc, on ne peut pas dire qu'en trois actions ponctuelles de supervision de son automate, il soit en mesure d'avoir une vision éclairée de ce qui se passe pendant toute une saison de chauffe. Nous, comme je vous l'ai dit, on télérelève tous les systèmes, tous les paramètres, toutes les 2 minutes, tous les 5 minutes, toutes les 15 minutes, et ce en permanence. Et je peux vous dire qu'on voit énormément de choses. Même si le chauffage est assuré de façon satisfaisante, dans certains cas, on voit la 23 voies qui joue au yo-yo, qui s'ouvre à 100%, se ferme à 0, les consignes de température départ qui prennent des valeurs fantaisistes. Et quand on voit tout ça, évidemment, ça génère d'office des actions d'amélioration. En sus des actions d'amélioration sur la régulation du chauffage dont je vous parle, on a mis en place le système prédictif dont je vous parlais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez sans doute que tous les automates de régulation du chauffage, tous, sans exception, quel que soit leur âge, quelle que soit leur marque, ils régulent la température de départ, c'est-à-dire l'eau qui part de la chaufferie pour aller dans le bâtiment. Donc cette température de départ, elle est régulée en fonction de la température extérieure et de la l'automate, la loi d'eau, elle est régulée en fonction de sa température extérieure et de la température départ. Mais la température extérieure, c'est la température extérieure du moment, d'un l'instant présent où je vous parle. Elle ne dit pas, cette sonde de température extérieure, elle ne dit pas ce qui va se passer dans 1 heure, 6 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et à quoi ça sert de chauffer fortement le bâtiment s'il fait frais la nuit, alors qu'il va faire doux dans quelques instants? Situation qui est en train de se produire depuis quelques semaines, depuis le mois de mars et le mois d'avril, où il fait plutôt frais la nuit. Tous les systèmes classiques de régulation, quand il fait frais la nuit, il chauffe bien. Et résultat, s'il fait beau ensuite dans la journée, on a trop chaud, on ouvre la fenêtre à 10 heures ou midi. Dans certains cas, on met même en marche la climatisation. Donc, gaspillage d'énergie. Notre système prédictif, lui, connaît les températures qui vont, pas seulement les températures, connaît toutes les conditions météo qui vont arriver dans quelques instants et vont dire au régulateur, OK, il fait froid la nuit, tu chauffes, mais comme on connaît ce qui va se passer dans quelques instants, dans quelques heures, dès 4 heures ou 5 heures du matin, en fonction de l'inertie thermique du bâtiment, on va couper le chauffage.
Voilà. La dernière phase, le dernier type d'action que l'on a mené, c'est réduire les causes de gaspillage d'énergie. Alors, je reprends le cas du chauffagiste. Encore une fois, je ne lui jette pas la pierre parce qu'il agit avec les informations qu'il a à ses dispositions. Le chauffagiste, en général, il ajuste la température de départ en sortie d'échangeur ou en sortie de chaudière à une température qui va être convenable pour toute la saison de chauffe. Par exemple, 75 degrés. Et puis, en janvier, il a connaissance d'une vague de froid qui va arriver. Il arrive sur le site et il monte un peu cette température d'eau chaude en sortie de chaudière, en sortie d'échangeur. Par exemple, 80 ou 85 degrés. Et puis, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On ne parle plus seulement de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique, à savoir des températures extérieures qui varient extrêmement rapidement. Et du jour au lendemain, passe de moins 5 à 0 degrés ou même 15 degrés en plein mois de janvier. Et pendant ce temps-là, la température en sortie de chaudière, elle est toujours à 80 degrés. Il arrive même qu'elle reste à 80 degrés jusqu'à l'arrêt du chauffage en mai. Donc, bien évidemment, ça, c'est un gaspillage d'énergie considérable. Dans le cas du méridien, on avait vu, comme je vous le disais, que il y avait des boucles d'eau chaude et d'eau froide qui se mélangeaient et des gaspillages aussi importants. Donc, tout de suite, quand vous détectez ces gaspillages et que vous les corrigez, tout de suite, instantanément, vous faites des économies d'énergie importantes. Bon, ça, c'est un synoptique qui peut paraître compliqué, mais en 2 mots, on voit ici les petites sondes de température qui sont placées au premier étage ou au rez-de-chaussée, dans les étages intermédiaires et sous les toits, sur les pignons ou bien au milieu du bâtiment. Donc, comme je vous le disais, ces sondes, elles émettent le télégramme radio qui est récupéré par Sigfox ou LoRa et qui est stocké dans nos bases de données. Même chose pour les régulateurs. On récupère les informations de régulation par Internet. On les récupère aussi dans notre base de données. Et puis là, on les récupère. En parallèle, on achète les prévisions météo. On a prédéterminé l'inertie thermique du bâtiment et on réinjecte ces données de manière très simple dans le régulateur. J'y reviendrai plus tard. Là, c'est un exemple d'informations tirées des sondes de température. On a relevé la température extérieure sur 2 mois, en janvier-février. Et comme je vous le disais, on voit que là, on est passé de 0 degré à 15 degrés en 12 heures. Et ici, on a la moyenne des températures relevées par les sondes dans l'immeuble. Elles oscillent entre 19 et 21 degrés, malgré des variations extrêmement importantes de la température extérieure en plein mois de janvier. Donc, globalement, on peut dire que le chauffagiste fait bien son boulot. La situation n'est pas aussi idyllique, parce que si la moyenne des températures est entre 19 et 21 degrés, il y a quand même des disparités importantes. Il y a quand même des appartements qui ont 16 degrés et puis d'autres qui ont 24, selon leur orientation et leur position. Vous voyez ici, on appelle ça des boîtes à moustaches. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Elles représentent les températures par quartile. C'est-à-dire que la moitié des températures relevées sur l'étage 6 sont entre 21 et 21 degrés 5, avec des écarts qui vont jusqu'à 22 ou 19,5. Sur le premier étage, les températures sont moins idylliques. La moitié des températures sont entre, allez, on va dire 20,3 et 19,4, avec des températures qui sont entre, on va dire 18,3 et puis 21. Voilà. Donc ça vous montre
une disparité des températures plus importante. Là, c'est la température extérieure sur la façade nord et la façade sud. Et puis là, on voit les deux droites, 19 et 21 degrés, qui est l'objectif de confort du chauffagiste, avec des températures qui oscillent entre 19 et 21 degrés. Ça, c'est un exemple de synoptique dont on dispose pour voir en permanence quelle est la loi de chauffe, l'état de marche sur le réseau. Là, on est en mode automatique, confort. La consigne d'ambiance, c'est 21. Les pompes sont en marche. La vanne 3 voies est ouverte à 22 degrés. La température départ, température retour. Et ça, c'est un exemple de tableau de bord que nous donne notre système prédictif. On voit ici les températures sur une semaine. Donc, une semaine, et en ordonnée, les températures. La bleue, c'est la température extérieure. Donc, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours et 7 jours. Plus chaud le jour et plus bas la nuit. En rouge et en bleu, ici, c'est la température départ du réseau nord. Et en rouge, la température, en rouge, la température départ, et en bleu, la température retour. Bien évidemment, dans une situation normale, la température bleue est toujours inférieure à la température rouge. Sur cet exemple, on voit que en fin de journée, ici, la rouge et la bleue se superposent. Ça veut dire que l'immeuble est à une température constante. Il n'y a plus d'échange de température entre le liquide et les appartements. En jaune, ici, c'est le rayonnement solaire reçu par le bâtiment. Vous voyez qu'il y a des jours où il reçoit peu de rayonnement solaire, comme ici, c'est un jour très nuageux, et puis des jours où il reçoit un très fort rayonnement solaire. Et ici en brun, excusez-moi, en gris, c'est une droite, le 0 degré, et en brun, c'est un correctif qu'on envoie en régulateur. Sans rentrer dans le détail, on envoie au régulateur un correctif sur la température départ. Normalement, ce correctif est nul. Et quand il y a un fort ensoleillement, tôt le matin, à 4 heures du matin, ici, je ne sais pas si vous voyez, on envoie un fort correctif au régulateur. Le régulateur, il croit avoir une température de départ, il croyait avoir une température de départ, mettons, de 45 degrés, eh bien on lui dit, ta température de départ, elle est de 52. Alors il se dit, oh là, je pensais avoir 45, j'ai 52. Ma loi d'eau me dit qu'à 52, je ne chauffe pas, et donc le régulateur s'arrête. Donc toutes ces bosses inverses ici correspondent aux correctifs que l'on envoie au régulateur et qui vont permettre d'économiser de l'énergie sans que les occupants reçoivent la moindre gêne. Puisqu'on va jouer sur l'inertie thermique du bâtiment qui va conserver une température agréable le temps que le rayonnement solaire prenne le relais. Voilà. Si nécessaire, on sait agir non seulement au niveau du chauffage collectif, mais au niveau de chaque appartement ou de chaque pièce, parce que, par exemple, une pièce qui est orientée est ou une pièce qui est orientée ouest, elle pourrait avoir une correction du chauffage à 8 heures du matin ou bien à 2 heures de l'après-midi. Ce n'est pas le même correctif. Alors, globalement, qu'est-ce qui s'est passé au terme de déjà un an d'utilisation? On a amélioré le confort thermique, puisque les appartements qui avaient trop chaud au sud, comme on réduisait le chauffage en l'anticipant sur ce réseau, ils avaient moins chaud. Inversement, les gens qui étaient au nord, qui avaient froid, on a pu augmenter le chauffage, ils avaient plus chaud. Et comme je vous l'ai dit, pour le chauffagiste, on a montré qu'on respectait le contrat en moyenne. Tout ça, ça nous a permis d'abaisser les charges de fonctionnement, enfin, plus exactement les consommations d'énergie. Et en gros, la première année, on a généré 78 000 euros de charges en moins. Ces 78 000 euros correspondaient
à une baisse de la prime fixe, donc CPCU. Et puis, en gros, il y avait 30 000 euros, 32 000 euros de baisse de prime fixe, baisse d'abonnement. On a montré à CPCU ben, que les échangeurs il y avait une puissance souscrite qui était bien supérieure à ce dont l'immeuble avait besoin. Et puis, on a réduit les consommations de 35 000 euros à peu près. En échangeant, en mettant en place un petit échangeur dédié à l'ECS et en optimisant la cascade, on a pu générer des économies supplémentaires qui font qu'aujourd'hui, on est à 100 000 euros en moins par an sur le budget. C'est à peu près 20%, c'est 20% d'économie en moins sur le budget chauffage. On va devoir conclure, Eric. Voilà. Donc 10 à 20%, 10 à 20% d'économie d'énergie en moins. C'est ce qu'on constate sur tous les équipements, toutes les copropriétés qui ont nos systèmes installés. Le temps de retour sur investissement, il est de 1 à 3 ans. Si la copropriété a une dépense de 200, 300 000 euros, 500 000 euros, ben, le retour sur investissement, il est extrêmement rapide en quelques mois. Pour les copropriétés qui ont, qui ont une consommation d'énergie de 70 000, 150 000, ben, le temps de retour sur investissement il est un peu plus long, 1 an à 3 ans. Finalement, à qui s'adressent les systèmes? On va dire un peu tout le monde. Bon, bien évidemment, mon avis est partial, mais les copropriétés qui ont déjà fait des gros travaux d'investissement sur le bâti et qui ont envie d'aller plus loin, elles peuvent mettre en place nos systèmes. Elles vont encore gagner 10 à 20% d'économie d'énergie sur le budget énergie, toujours en maintenant ou en améliorant le confort. Inversement, les copropriétés qui ne souhaitaient pas jusqu'à présent investir sur des gros travaux d'isolation du bâti, si elles mettent en place nos systèmes, elles vont dégager des économies d'énergie qui vont permettre de dégager du budget pour des travaux plus importants. Et puis une troisième mention à laquelle nous ne nous attendions pas, mais on voit qu'aujourd'hui, de nombreux bureaux d'études viennent nous voir lors du montage de leur projet. Parce qu'ils font des calculs qui montrent qu'en mettant en place des solutions d'isolation par l'extérieur sur une copropriété, ils vont dégager 25, 30, 33% d'économies d'énergie. Et ces économies d'énergie vont permettre d'obtenir des subventions de la part de la mairie de Paris, de l'APC, de la part de l'ANA, allez, on va dire 25, 30%. Mais en mettant en place nos dispositifs, ils vont passer par exemple de 25 à 30% ou de 33 à 40% d'économie d'énergie. Et ce faisant, la copropriété va pouvoir avoir des subventions ou des C2E bien supérieures. Les subventions vont être d'un montant bien supérieur, très supérieur au coût de mise en place de nos systèmes. Voilà. Finalement. Très bien. Eric, on a beaucoup de questions et puis pas énormément de temps. On va commencer par prendre les questions. Alors, merci déjà à tous. Je vous demanderai, comme là, on a déjà 32 questions en attente. Malheureusement, je pense qu'on essaiera de répondre assez brièvement à l'ensemble des questions, mais on essaiera quand même d'y répondre. Donc, première question de Bertrand, y a-t-il d'autres références de ce système en France et combien? Oui. Alors, il faut rappeler que ce système a été mis en place par les Suisses depuis déjà 8 ans. Les Suisses, selon moi, ont beaucoup d'avance sur ce qui se fait en France en termes d'économie d'énergie. D'ailleurs, tous les équipements Siemens que vous voyez partout, en fait, ils sont suisses, ils sont d'origine suisse. Donc, les Suisses ont plusieurs centaines de références de systèmes installés. Pour ce qui nous concerne, le Méridien a été notre premier immeuble installé. Et depuis qu'on a cette première référence,
On a une vingtaine de références à peu près. Très bien. 15 références. Disponible sur le site, peut-être votre site internet ou pas? Oui, 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 Ok, oui. super. Pour rappel, vous avez les coordonnées d'Eric Lane, donc n'hésitez pas, si jamais on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, à lui poser les questions directement ou à l'appeler. Quelles sont les garanties de pérennité du système dans le temps? Euh, Aujourd'hui, alors, les sondes de température, d'abord, nous proposons de les installer sur une longue période. Elles permettent de connaître le confort de façon initiale, mais ensuite, quand nous paramétrons les systèmes, que nous appliquons des petites touches de paramétrage, elles permettent de voir en temps quasi réel quels sont les effets de ces modifications de paramétrage. La garantie, nous, on veut laisser nos clients très libres. C'est-à-dire que euh, les clients sont satisfaits de nos systèmes, ils les conservent, il y a un abonnement qui se paye. Ils estiment que le système ne leur apporte plus suffisamment, ils le coupent, ils ne payent plus l'abonnement. Voilà. Nous, on pense que notre système va apporter en permanence 10-20% d'économie d'énergie. Encore une fois, si le client est on peut le prouver par les références que je viens de citer, mais si on veut laisser nos clients très libres, je pense que c'est la meilleure des garanties pour nos clients. Très bien. Tous les chauffagistes sont-ils aptes à maîtriser ce système? Quelle est la fiabilité, pardon, du calcul de rentabilité des actions? Ça fait deux questions, mais Euh, est-ce en, qu'ils sont toute, tous aptes? en toute humilité, je pense qu'il y a peu de chauffagistes qui ont les compétences que l'on a. Ceci étant, nous ne sommes pas chauffagistes et nous ne voulons pas nous substituer aux chauffagistes. Donc, quand on met en place nos systèmes, d'abord, on explique aux chauffagistes ce que l'on fait et on le fait avec son accord, on ne fait rien sans son accord. Et ensuite, à la fin de l'installation de notre système, on assure un transfert de compétences. C'est-à-dire on lui montre comment fonctionne le système et on lui donne tous les éléments pour qu'il puisse piloter le système. Et nous restons en backup, en arrière-plan, pour répondre à la fois aux clients et aux chauffagistes pour toute question qui se poserait. Et au niveau de la fiabilité du calcul? Alors, le système, je n'ai pas précisé que le système prédictif se met en place en 2 temps. Il y a une première phase d'apprentissage pendant laquelle le système est passif. Il ne fait qu'enregistrer tous les paramètres de fonctionnement du système. Au bout de 2 mois, quand on pense qu'on en sait assez, on active le système, c'est-à-dire on paramètre nos algorithmes et on les active. Néanmoins, ce paramétrage, il est modifiable à tout instant. L'expérience montre que malgré nos connaissances, après quelques jours de fonctionnement du système prédictif, eh bien, il y a quelques ajustements qui sont nécessaires et ces ajustements peuvent être mis en place à n'importe quel moment. D'ailleurs, quand une copropriété change de façon forte l'inertie de son bâtiment, par exemple, elle met en place une isolation thermique par l'extérieur, pour nous, c'est extrêmement simple. On ajuste les paramètres du système prédictif. Il n'y a pas de matériel à changer, c'est très facile. Je ne sais pas si j'ai répondu au système. Oui, je pense à peu près. Ouais. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser combien d'appartements sur les 515 ont été instrumentés? Si je reprends le petit schéma de principe que je vous ai montré, on voyait qu'il y avait à peu près 9 sondes par façade. S'il y a 2 façades, ça va faire 18 sondes. Pour le méridien, le président du conseil syndical a acheté 60 sondes et, il s'en est gardé quelques-unes comme sondes volantes pour les mettre chez des copropriétaires qui se plaignaient, notamment sous les toits, qui avaient des configurations très particulières. Voilà. Pouvons-nous avoir Euh, le nom des boîtiers? alors, le boîtier, ici, le fournisseur, c'est Conit. Mais il existe plusieurs fournisseurs sur le marché. On a testé les sondes ADUNIS qui sont très bien aussi. Il en existe d'autres. Et vous voyez, les Suisses nous ont. Enfin, moi, j'ai découvert chez les Suisses le système prédictif, mais les Suisses ont vu ce que l'on faisait avec les sondes. Ils ont trouvé ça tellement bien que maintenant, eux, ils préconisent de mettre en place les sondes au moins une sonde dans chaque appartement.
Après ça, il y a une question de coût qui joue, mais voilà, il y a un équilibre à trouver entre connaissance du bâtiment, connaissance thermique du bâtiment, et puis coût de mise en place. Et je pense que la technologie va faire que le coût va baisser et on va pouvoir mettre en place ces sondes dans de plus en plus d'appartements. Plus il y en a, plus on a une connaissance statistique fine du bâtiment. Est-ce que vous avez le gain unique, quel fut le gain unique grâce à la mise en place du système prédictif? Euh, oui, oui. Alors, les Suisses qui ont plus d'expérience que nous disent 10-15%. 10-15%, ok. Moi, enfin, les Suisses disent 15%. Moi, je suis plus prudent et j'annonce entre 10 et 20%. En moyenne sur l'année. Parce que le système donne ses pleins effets sur la demi-saison, en octobre, novembre et sur mars, avril, mai. En décembre, en janvier, février, ben, il fait froid, il faut chauffer, donc le système prédictif n'a pas beaucoup d'effet, sauf en cette année où il faisait doux. Moi, je suis plus prudent parce que ça dépend quand même de nombreux paramètres. Quels sont les circuits hydrauliques en place sur la copropriété? Y a-t-il le circuit hydraulique alimente-t-il plusieurs façades? Voilà. Avec 10-20%, vous avez une bonne idée. Bah, les Ok. sondes de température en elles-mêmes, elles ne génèrent rien comme économie. Simplement, comme on met en évidence des déséquilibrages sur l'immeuble, on donne des indications aux chauffagistes pour mieux équilibrer le réseau et cette action génère elle-même des économies d'énergie. Ok. Alors, on a énormément de questions qui arrivent en parallèle. Malheureusement, tous ceux qui envoient les questions dans la rubrique conversation, je ne vais pas pouvoir les prendre, ni dans la rubrique questions-réponses. On en a déjà beaucoup et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais on voulait savoir quand même qui est le chauffagiste et comment vous vous coordonnez avec lui Alors, dans le cadre du Méridien. ouais, oui, dans le cadre du Méridien, il y avait un chauffagiste avant qui ne donnait pas complète satisfaction, on va dire. Et Monsieur Quelqueget a souhaité faire appel à un autre chauffagiste qui s'appelle CTI, Sofraterme. Ok. Et au niveau de la coordination entre vos actions, le chauffagiste? Ah, c'est moi et c'est moi qui assure le lien avec le chauffagiste. Ok, très bien. Du fait des disparités, donc Axel demande, est-ce que cela n'a pas augmenté l'inconfort? Euh, alors, on essaye de limiter ces disparités. Mais vous avez raison. Je reprécise un point important. Les 10, j'ai cité il y a quelques instants 10 à 20% d'économie d'énergie sur la facture annuelle du chauffage. Et je précise un point important, sous réserve que l'équilibrage du réseau et la régulation soient satisfaisants. La régulation, ce n'est pas un problème parce que comme on la maîtrise, on l'améliore si elle n'est pas satisfaisante. Pour l'équilibrage, les sons de température sont très importants. Et là, je réponds à votre auditeur. Effectivement, s'il y a des appartements qui ont très chaud et d'autres qui ont très froid, comme nous, on va venir modifier la température, si l'équilibrage n'est pas satisfaisant et qu'on abaisse la température sur l'ensemble de l'immeuble, ceux qui ont déjà froid vont avoir encore plus froid et ceux qui ont trop chaud vont être bien, mais voilà, ceux qui ont froid vont avoir encore plus froid. Donc c'est pour ça que j'insiste, il est important de mettre en place ces sondes de température pour essayer de diminuer les disparités qu'il peut y avoir dans l'immeuble. Très bien. On n'a pas la recette miracle. Hein. On a des outils performants, mais on ne peut pas complètement, à nous seuls, corriger toutes les imperfections du bâtiment. Et on a besoin de travailler en collaboration avec les autres services de l'immeuble. Très bien. Alors, on a encore une question. Donc, ces dispositifs sont-ils indépendants de la chaudière au cas où il faudrait en changer dans un deuxième temps après l'isolation du bâtiment? Oui, quasiment. Quasiment, oui. Oui, c'est pas même pas quasiment. Ils le sont, parce que je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail, mais en fait, Et là, on ne peut pas non plus. bon, mais ils sont indépendants. Ils sont indépendants parce qu'on s'interface entre la sonde de température départ et le régulateur. Donc, on change le régulateur et la chaudière,
on aura toujours notre dispositif. Est-ce qu'on peut avoir le coût de la sonde? Ça, c'est une question qui revient, qui a été posée. Alors, le coût de la sonde, celle-là, la petite sonde, Tout à fait, celle-là, oui. elle est de l'ordre de 100 à 150 euros. Et elle comprend la fourniture de la sonde elle-même, qui doit durer 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et elle comprend un abonnement télécom, l'abonnement au réseau Sigfox ou LoRa dont je vous parlais, qui ne dépend pas de nous, mais c'est un abonnement, c'est l'opérateur télécom qui reçoit les données. Alors Alors, on avait... Oui. pour les immeubles qui auraient un grand nombre de sondes, on pourrait mettre en place une passerelle Sigfox ou LoRa privée et réduire, mais ça génère d'autres complexités télécom dont on parlera. Ok, très bien. On avait une question de Frédéric concernant le simple vitrage. Est-ce que ces fenêtres ont été changées? Parce qu'on voit qu'en phase 1, donc il disait que ça semblait très pertinent. Par contre, il y avait du simple vitrage. Et est-ce que ces simples vitrages ont été changés? Alors, là, on bute sur un problème français que n'ont pas les Suisses. En Suisse, ils ont tous le double vitrage, point barre. En France, dans toute copropriété, il y a un mélange de simple vitrage et de double vitrage. Et on constate, les chauffagistes comme nous, on constate généralement qu'il y a un écart de 3 degrés entre des appartements équivalents, l'un équipé de double vitrage et l'autre équipé de simple vitrage. Là, là, je ne peux pas parler pour les présidents de conseils syndicaux, mais si je parle pour M. Quelqueger, qui est le président du conseil syndical du Méridien, il a adopté une position qui est la suivante, c'est de dire, moi, président du conseil syndical, je m'engage à assurer le confort aux appartements qui sont équipés de double vitrage. Ceux qui ont de simples vitrages, qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas investir dans la rénovation de leur double vitrage, ils auront un peu plus froid, mais c'est leur choix. Très bien. C'est une position qui peut peut-être paraître un peu dure, mais oui, la copropriété n'a pas à payer en chauffage pour ceux qui refusent d'investir, alors que d'autres ont accepté d'investir. Ça me paraît équitable. Est-ce que si on est dans un petit immeuble, donc de 6 étages, est-ce que c'est un système qui est quand même rentable et efficace? Euh, oui et non, ça va dépendre de la facture annuelle de chauffage. En toute honnêteté, ce système il s'installe sur une maison individuelle. Il n'y a aucun problème, c'est très facile. Mais il est vrai que l'investissement initial sera plus difficilement, enfin le temps de retour sur investissement sera plus long sur un immeuble qui a des faibles coûts, enfin des dépenses de chauffage faibles, que sur un immeuble qui a des dépenses de chauffage fortes. En gros, moi je considère qu'il faut que les dépenses annuelles de chauffage, elles dépassent 70 000 ou 70 000 euros par an à peu près. Gaz ou CPC. Très bien. Et comme il y a une question qui revient souvent et qui ne reste que 4 minutes, rapidement, est-ce qu'il y a des robinets thermostatiques installés dans cet immeuble? Et une deuxième question toujours liée au robinet thermostatique. Si tous les appartements ne les adoptent pas, est-ce vraiment efficace? Alors, les robinets thermostatiques, j'en suis un fervent partisan, mais, il faut que le système de désembouage de l'immeuble soit performant. Parce que vous connaissez le principe, c'est un pointeau très fin qui rentre dans son logement. S'il y a de la boue dans le circuit, ces pointeaux s'encrassent rapidement et ça devient le cauchemar à la fois du chauffagiste et des occupants. Donc, il faut un système de désembouage performant, c'est-à-dire des pots à bout, des stations de dégazage. Le chauffagiste doit analyser le pH de l'eau régulièrement. Voilà. Bien évidemment, il faut avoir des embouts au préalable. Très bien. Ensuite, dans les économies faites, comment mesurez-vous ce qui revient au chauffagiste et ce qui revient à efficace? C'est difficile à mesurer, mais je n'ai pas eu le temps de préciser que on connecte toujours un compteur de chaleur ou un compteur de gaz à notre système. Et donc, ça permet à la copropriété de juger sur pièce déjà ce qui, est, ce qui, a, ce qui a été consommé à des JU équivalents. Et puis ensuite, bon, on n'a pas la réponse absolue à votre question, mais on a des algorithmes qui permettent quand même de bien évaluer
est de notre ressort, les économies qu'on a générées grâce à nos actions et celles qui sont du ressort du chauffagiste. Très bien. Alors, on va prendre encore 3 autres questions et puis malheureusement, on va devoir conclure là, mais n'hésitez pas une fois de plus. Donc, pour rappel, je vous enverrai l'ensemble, donc la présentation ainsi que les coordonnées d'Eric Lehn. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Comment avez-vous équilibré les installations de chauffage et quel système de chauffage dans les logements? Alors, ce n'est pas nous qui équilibrons. Comme je le disais, on travaille en coopération avec le chauffagiste. Il y a un premier équilibrage qui peut être fait. En général, il y a des vannes en pied de colonne. Il y a des vannes en pied de colonne. Et donc, le chauffagiste déjà peut agir sur les colonnes. Au Méridien, par exemple, il y a 300 vannes TA en pied de colonne. Leur remplacement en une fois représenterait un budget colossal. Donc, ce qui est fait, c'est qu'elles sont remplacées au fil de l'eau, petit à petit, par le chauffagiste. Ça, c'est les vannes en pied de colonne. Ensuite, au Méridien, c'est malheureusement le cas sur les immeubles anciens, il y a des colonnes horizontales qui desservent plusieurs appartements. Et là, c'est quasiment impossible d'équilibrer. On est obligé d'avoir une côte mal taillée. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé de grosses copropriétés. On parle de copropriétés de quelle taille? En plus de 100 lots? 200 lots. Une grosse pour nous, c'est 200, 300, 400, 500. Ça, c'est vraiment des grosses. Mais déjà, 100, 200 lots, ce sont des belles copropriétés qui méritent amplement nos systèmes. D'accord, très bien. On va prendre une dernière question. Alors, je regarde ce qu'on a pas mal plus ces précisions de Monsieur Quelquejet aussi en parallèle. Donc ça, c'est très bien, merci. Alors, votre démarche se compare-t-elle au bilan énergétique ou est-elle complémentaire? Nous ne faisons pas un audit énergétique, puisque, par exemple, nous n'analysons pas les consommations électriques des parties communes. Les consommations électriques des parties communes, elles concernent les pompes du chauffage, les pompes qui envoient le liquide dans tout l'immeuble. Elles concernent les ascenseurs, l'éclairage. C'est pas la loge du concierge. Nous, on ne fait pas un audit énergétique. Mais par contre, on fait un audit pointu du chauffage. Et sans doute beaucoup plus pointu que ce que fait l'audit énergétique Je pense habituel. qu'en tout cas, c'est complémentaire. Voilà. L'idée, c'est Complémentaire, que voilà. quand on souhaite mettre en place un Voilà. système d'optimisation, bien faire appel, en tout cas aux thermiciens, en tout cas indiquer aux thermiciens, au Exactement. bureau d'études qui Exactement. serait sur la partie audit énergétique, le besoin de la copropriété afin qu'il y ait peut-être une étude un peu plus fine sur la partie chaufferie. Exactement. Et d'ailleurs, pour paramétrer nos algorithmes prédictifs, on demande à chaque fois, moi je demande à chaque fois le rapport d'audit énergétique, parce que les données sont très utiles pour nous, voilà, pour paramétrer nos algorithmes. Super. Bah, Eric, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à tous. Donc, c'est terminé. Pour rappel, donc, son mail a été mis. Hop, je le mets également à tous. Euh, si vous souhaitez lui envoyer un mail, je vous enverrai également l'ensemble des informations dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, les slides, les coordonnées, le lien vers le coach CoPro, notre annuaire de professionnels. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi 29 je vous dis ça exactement, je vous donne rendez-vous donc mercredi 29 avril à 10 heures avec le bureau d'études Cénova sur la thématique donc réussir la rénovation globale de sa copropriété. Pareil, on repart sur retour d'expérience, démarche où se lancer dans son projet de rénovation énergétique avec notre intervenant Dimitri Moll. Donc, pour vous inscrire, toujours même schéma, hein, vous vous rendez sur le site de l'Agence parisienne du climat, rubrique agenda, et là, vous inscrivez. Donc, le 29 avril à 10 heures, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Dimitri Moll. Eric, merci une fois de plus pour Merci votre beaucoup, intervention. Jessica. Et puis, Et je vous dis à à votre bientôt. disposition et à la disposition des interlocuteurs. Et puis, je transmettrai les coordonnées de M. Quelquejet aux auditeurs qui le souhaiteront. Super. Merci à tous. Bonne Bonne fin de journée journée à à vous. tous. Bon Au courage, revoir. au revoir.